Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Focus. Ce soir, on va parler d'un homme de terrain, un éducateur qui n'a jamais compté ses heures pour les jeunes footballeurs. Des petits stades de quartier toulonnais jusqu'aux terres africaines, toujours avec passion et la même ligne de conduite. On va parler éducation, formation, valeurs, identité. C'est avec plaisir que je reçois Momo Echidja. Momo, comment vas-tu? Eh ben, écoute, c'était un plaisir partagé. Je vais bien et j'espère que vous allez tous bien. Même si on est au mois de février, je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé. Voilà. Ah, écoute, on te renvoie l'appareil. Je voulais t'avoir avec moi parce que depuis le temps qu'on se connaît, j'avais envie d'en savoir plus sur ton parcours et tout, et je trouve enrichissant que tu puisses éclairer peut-être ceux qui vont nous écouter. Euh, avant de passer à la première question qui est importante sur ton rôle d'aujourd'hui, donc au Maroc, moi j'aimerais que tu nous racontes vite fait un peu ton parcours. Du gamin qui est sorti de la Rhôde jusqu'à tes premiers entraînements et le déclic qui a fait que tu voulais passer de l'autre côté, quoi. Ben écoute, comme tu dis, le gamin sorti de la Rhôde, donc moi j'ai fait un peu comme tout le monde. À 4-5 ans, j'ai joué au ballon. À l'époque, j'ai joué aux municipaux de Toulon. C'était le club de la mairie, la SCM. C'était le club des enfants des agents territoriaux. Même si mes parents n'étaient pas agents territoriaux, mais j'ai été pistonné déjà à l'époque. Et donc, j'ai joué au ballon très jeune. J'ai eu cette chance d'avoir de très bons entraîneurs, dont un certain monsieur Navello, qui est à son âme, qui était un des pionniers au niveau de l'entraînement ici dans le Var. Et ensuite, on se prend par passion. On devient malheureusement à entraîner les plus jeunes de son quartier, comme tu dis. Donc, j'entraîne un petit peu à la Rhôde. Quand je suis junior, j'entraîne les cadets. Quand je suis senior, j'entraîne les juniors. Et j'ai la chance en 95 de rentrer au Sporting, d'entraîner sous la direction de Monsieur Pierry les catégories de jeunes. Et dès le moment où je mets le pied à l'étrier, je me dis, je suis dans un club structuré, je vais aussi me structurer. Donc, je commence à passer ces fameux diplômes à l'époque, initiateur 1, initiateur 2, animateur senior, tronc commun, brevet d'État, jusqu'à ce que j'obtienne mon brevet d'État en 2000. Donc, voilà, c'était pour moi un parcours normal dès le moment où j'ai enchaîné. Alors, j'ai connu le Sporting Club de Toulon de 95 à 2014, ce qui m'a permis de pouvoir voir malheureusement le football évoluer pas forcément dans le bon sens. D'accord. Euh, bon, après, c'est intéressant, ça peut intéresser pas mal de monde. Sur ta période au Sporting, euh, les éducateurs, le fonctionnement, les éducateurs avec qui tu as travaillé, les jeunes, tu as peut-être vu passer des jeunes entre tes mains qui après ont réussi peut-être des carrières. Raconte-nous un peu cette période-là, parce que c'est quoi, une vingtaine d'années, c'est ça, tu m'as dit? De 95 à 2014, j'ai fait 19 ans au Sporting. Ouais. Ben, que ce soit les grands clubs varois, Toulon, hier, à l'époque, il y avait le Racing, il y avait l'USAM, ça c'était les grands clubs, et les clubs amateurs aussi. Euh, dans toutes les catégories, tu avais un responsable de catégorie qui avait entre 20 et 30 ans de plus que les éducateurs. À l'époque, nous, on a tous une vingtaine d'années et notre responsable, c'est Monsieur Pierry qui a 30 ans de plus que nous. Aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, il manque ces éducateurs, il manque ces responsables de catégorie plus âgés que les jeunes coachs pour leur apporter l'expérience. Donc aujourd'hui, tu vas avoir des coachs dans n'importe quel club, que ce soit des clubs structurés ou moins structurés, Ouais. où les coachs ont une vingtaine d'années et les responsables de catégorie ont 5 ans de plus. Ouais. Et c'est cette expérience-là qui manque aujourd'hui aux éducateurs. Nous, on a eu cette chance que quand on déviait un petit peu, on avait des gens d'expérience qui nous disaient non, ça, c'est pas le bon chemin à prendre. C'est celui-là. Ouais, Et c'est-à-dire que aujourd'hui, tu es déjà en train de dire que les mecs, bon, ils te donnaient quand même des chemins à suivre et ils surveillaient, quoi. parce que, quand tu as 20 ans ou 25 ans, puis tu vas être éducateur, tu es plein de fougue, tu es plein d'envie et tu crois savoir tout.
Et tu sais pas tout. Et quand tu as quelqu'un qui a 20 ans ou 30 ans de plus que toi, qui a déjà vécu 20 ans ou 30 ans de foot en tant qu'éducateur de plus que toi, il va te dire, là, tu n'es pas dans le bon chemin. Ouais. Et si tu n'as pas ce responsable technique un peu plus âgé que toi, avec un peu plus de bouteilles, ben, tu vas forcément taper trop de murs avant de comprendre que tu n'étais pas dans le bon sens. Et nous, dans tous les petits clubs ou dans tous les grands clubs, tu avais beaucoup de bénévoles et beaucoup de responsables de catégorie qui avaient cette expérience-là et qui formaient beaucoup de jeunes coachs. Ouais. En gros, il y avait déjà une forme de respect, d'être à l'écoute quand même des plus anciens. Ce qui aujourd'hui, c'est déjà un peu plus difficile, je trouve. Parce que c'était structuré déjà. Ouais. C'était structuré. Ça veut dire que tout le monde avait déjà qu'une seule casquette. Ouais. Tu n'avais qu'une seule casquette. C'est-à-dire quand tu étais entraîneur de l'équipe 4 du Sporting, tu étais entraîneur de l'équipe 4 du Sporting. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est tout. Les bénévoles, c'était des gens qui s'occupaient par exemple du tournoi ou de la galette des rois ou du loto. Donc chacun était à sa place. Et donc ce qui faisait qu'aujourd'hui les clubs étaient mieux structurés. Aujourd'hui, malheureusement, ben, tu as des gens qui vont tout faire. Ça veut dire le coach il va être coach de l'équipe 4 d'un club, mais il va s'occuper des merguez au tournoi, il va faire l'arbitre parce qu'il y a un arbitre qui manque. Donc le gars, il fait tellement de choses et il n'y a personne qui le chapeaute. Forcément, tu ne peux pas tout bien faire. C'est pas possible. Ouais, c'est éparpillé. Ouais, c'est clair. Et c'était à cette époque-là, le Sporting, on arrondit sur les 20 ans, là. L'équipe 1, la locomotive, ça donnait quoi? C'était déjà. Alors, moi, j'ai connu les deux bascules. Ça veut dire que moi, j'ai connu le club en National 1, qui est monté en Ligue 2, qui s'est maintenu en Ligue 2, mais qu'entre-temps, ben, il a foudre de la DNCG. Ouais, c'est un peu. J'ai reçu l'autre jour Nicolas Istas. Ça faisait partie de cette génération avec Luigi qui était champion et qu'après se repartir de l'ADH avec François Zawi, c'est ça? C'est ça. Donc, et pour répondre à ta question, en ce qui concerne les jeunes joueurs qui sont passés au club et qui ont aujourd'hui eu la chance d'être des joueurs professionnels, Souma Oulette, moi j'ai commencé par exemple avec la génération 86. Vas-y, explique. La génération 86, c'était la génération Fabrice Groisil, Ali Sif, Mathieu Redelé. Ça, c'était mes 3 joueurs qui avaient quitté le Sporting. Mathieu Redelé était parti à la Escane. Ali Sif était parti à Caen. Et Fabrice Groisil était parti à Auxerre. Ça a été, on va dire, mes premiers joueurs qui sont partis dans des clubs pro. Et ensuite, il y a eu toutes les générations, les Jordan Amavi, les Morgan Guilavogui, les Nabil Alioui, voilà. En gros, sur chaque génération d'âge, il y a eu quasiment 1 ou 2 joueurs qui est allé dans un centre, dans un centre de formation. Après, qu'il a réussi ou qu'il n'a pas réussi, ça, c'est un autre parcours. Ben ouais, après, tu passes à autre chose, parce qu'après, comme tu dis, c'est un autre parcours. Toi, tu as la chance parce que tu es toujours dans le milieu. La différence par rapport à avant, au niveau des jeunes, parce qu'on part, tu vois, ils sont partis. Aujourd'hui, on sait que ça va de pire en pire. Hein. À l'époque, c'était 15-16 ans pour entrer au centre. On venait te titiller à cette époque-là. Maintenant, ils parlent des ANS, que c'est à partir de... C'est les contrats de sollicitation que font les clubs professionnels. Donc, c'est 12 ans. Mais les clubs, pour s'armer, ils viennent te chercher à 9 ans, 10 ans. Donc, toi, je pense qu'au niveau du terrain, les joueurs et les coachs, ils y sont pour rien. Malheureusement, c'est à l'époque, nous, les U13 jouaient à 11. Donc, l'ANS, elle se faisait en U13 parce que tu jouais à 11. Donc, on t'avait observé une saison complète à 11. Et on pouvait estimer si tu avais un potentiel ou pas, même si c'est du pile ou face. Le problème, c'est qu'il y a eu, avec la génération 97, la fédération a fait redoubler les 97, qu'on fait une 2e année en U13, mais au lieu de la faire à 11, ils l'ont faite à 8. Du coup, ils ont gardé l'ANS en U13. Ils auraient dû faire monter l'ANS en U14. En U14, ouais. Donc, le fait d'avoir gardé l'ANS dans la catégorie U13, les recruteurs, au lieu d'aller voir des U13 qui jouaient à 11, ils se sont retrouvés l'année suivante à aller voir des U13 qui jouent à 9, sur la largeur du terrain.
Aujourd'hui, c'est à 8. Et là, c'est là où il y a eu le problème. Et c'est là qu'il y a eu le problème, parce que du coup, tu te retrouves à aller observer des joueurs qui jouent sur la largeur du terrain, et tu n'as pas de certitude qu'ils soient capables d'être de bons joueurs à 11. Bien sûr. Alors que l'année précédente, tu les avais vus au moins une année jouer à 11, tu pouvais plus ou moins te projeter. Tu pouvais te projeter, ouais, mais ils y reviennent. Tu as vu, là, jusqu'en décembre, ils font la partie à 8, parce que c'est à 8 sur le terrain maintenant, et à la seconde partie, ils font ce championnat à 11 pour gagner sa place en 14, parce que c'est plus... Il y a ce système. Qu'est-ce que tu en penses de ce système générationnel, tu sais, où l'équipe elle suit l'année d'après les résultats qu'elle a eu durant la saison? Je trouve que c'est à double tranchant. C'est méritant, parce que tu te dis, on est en U16 R, on termine champion, l'année d'après, c'est nous qui jouons en 17 NAS. Avant, ça se faisait pas comme ça. Non. C'est toi qui montais, mais c'était la génération en dessous qui jouait en 17 NAS, soit qui n'en profitait pas. C'est ce qui s'est passé avec notre génération 98, à l'époque du Sporting, qui sont en 19 DH. C'est eux qui montent en 19 NAS, mais c'est pas eux qui jouent en 19 NAS. C'est la génération 99. Ou alors les Donc c'est un peu frustrant parce que tu te dis, c'est nous qui avons fait monter l'équipe à ce niveau-là, mais on n'a pas la chance d'y participer. Ouais. Surtout que derrière, tu loupes la Gambardella, tu loupes beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu joues pas en 19 NAS, tu joues pas la Gambardella. Je trouve que sportivement, c'est bien. Le seul truc, moi, ce qui me dérange, c'est que ce soit les mêmes coachs qui les suivent trop longtemps. Nous, qui avaient avant, dans tous les clubs, que ce soit les clubs amateurs ou les clubs pro, c'est que souvent, on te limitait à 3 années maximales de pouvoir suivre une génération. Pour que tu puisses la lâcher, pour que toi, tu rentres pas dans l'affectif avec les joueurs, pour pas que les joueurs rentrent aussi dans l'affectif avec le coach, parce que si sur une année, il te vient 5 top joueurs. Toi, ça fait 3 ans que tu es avec une génération. Ces 5 top joueurs-là, tu vas vouloir les faire rentrer dans ton effectif. Tu vas faire exploser ton effectif. Ils vont dire, le coach, Franck, tu déconnes, ça fait 3 ans, on est ensemble. Maintenant, tu m'écartes. Alors que si c'est un nouveau coach qui arrive, c'est comme à l'école. On remet les compteurs à zéro. Ouais, voilà, tout est redistribué, ouais. C'est clair. Ouais. C'est clair que ça, c'est vrai que c'est un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de coachs aussi, en faisant comme ça, ils se rendent compte qu'ils ont une bonne équipe, ils veulent la suivre. Ou si elle n'est pas bonne, au final, tu vois, ils choisissent. Ils veulent la lâcher. À la limite, ça serait même bien une seule année parce que ça te concentrerait sur ce que tu as à faire sur la catégorie d'âge. Et puis, c'est vrai, c'est un sujet. Ça peut être un sujet, ouais, c'est clair. C'est clair. Mais après, pour revenir, tu vois, sur le... C'est un sujet important. Vas-y. Je t'écoute. Non, c'est un sujet important parce que tu as besoin peut-être d'un suivi et après, ils ont besoin de voir autre chose. C'est-à-dire que tu t'imagines, c'est comme, imagine, toi, tu es un joueur et tu n'aimes pas le coach et le coach, il te fait pas confiance. Et tu l'as pendant 5 ans, Franck. Tu t'imagines dans quelles conditions tu te retrouves? Donc, à un moment donné, c'est très compliqué pour toi. Donc, ce qui est bien, c'est que le directeur sportif chapeaute ça et disent, voilà les gars, tu prends la génération, par exemple, 2015, tu la prends sur 2 ans, l'année d'après, tu descends prendre la génération 2017, tu la prends sur 2 ans, l'année d'après, tu prends la génération 2019, tu la prends sur 2 ans, et à chaque fois, tu redescends et tu remontes avec. Non, mais ça serait logique. Et puis après, si l'éducateur il veut tenter autre chose, parce que on est tous un peu pareil, hein. Après, on veut se prouver des choses, on veut peut-être aller vers plus haut. Mais après, c'est à la demande et c'est clair. Hein. Mais c'est vrai qu'en suivant une équipe en permanence, c'est compliqué. Mais tu vois, je reviens sur le générationnel. Alors, c'est bien pour le gamin qui réussit son projet, il monte et il profite de leur montée. Mais je trouve que c'est bien pour les clubs structurés qui sont solides. Parce qu'un petit club qui se lève le cul pour arriver à un niveau, avant c'était bien. Il protégeait son niveau, il pouvait travailler pour se sauver, il restait. Aujourd'hui, tu te bats, tu montes, ça ne veut pas dire que derrière ça suit si c'est pas structuré. C'est assez casse-tête et du coup, ça te fait faire des choix. Même à certains gamins, ils passent pas parce que tu vas compter sur celui qui est plus costaud, parce que tu dois vite faire les résultats de compète. Je trouve que c'est assez... je pense que ils ont voulu faire ça... Ouais. Tu vois, pour en revenir à ce que tu dis quand tu parles de plus costaud,
j'ai eu la chance, moi, de travailler recruteur pour Saint-Etienne pendant 12 ans. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on apportait des joueurs talentueux dans les clubs. Parce qu'on trouvait des joueurs talentueux dans la région PACA, dans la région parisienne, les collègues, on ramenait des joueurs talentueux. Le problème, c'est que tu avais des coachs qui sont sous pression. Ça veut dire que le coach des U17 NAS de Saint-Etienne, Franck Louki, il a un CDD, d'accord? Tu as un CDD, c'est ton salaire, c'est ton gagne-pain, c'est avec ça que tu fais vivre ta femme et tes enfants. Et on te dit, attention Franck, il faut que tu gagnes le derby contre Lyon et que tu sois dans le top 3 pour jouer les phases finales. Toi, tu es sous pression. Donc toi, en tant que coach, même si je t'amène un joueur talentueux, tu sais qu'il est talentueux, mais tu sais qu'il n'est pas assez costaud pour t'aider à gagner l'Olympique Lyonnais ou Clermont et pour faire les phases finales. Eh bien, tu vas l'entraîner, mais tu ne le feras pas jouer parce que l'autre qui est plus grand et plus costaud, il va te faire gagner. Et quand ils vont passer en U19 NAS, peut-être que le coach, il va le faire jouer parce que ce joueur-là, sur un an ou un an et demi, il se sera un petit peu rempli. Donc, c'est pour en revenir à ce que tu as dit et tu as tombé dans le sujet, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que nos éducateurs dans les centres de formation, ce sont des éducateurs ou est-ce que ce sont des sélectionneurs? Parce que quand tu es éducateur à l'AS Saint-Etienne en U17 NAS, tu as les top joueurs de Loire, d'accord? Tu as les top joueurs de Loire parce que comme c'est la guéguerre entre Lyon et Saint-Etienne, tu as les meilleurs joueurs de Loire, ils sont chez toi. Et ensuite, tu as des recruteurs dans toute la France qui t'amènent des top joueurs. Donc, toi, quand tu as 20 joueurs en 17 NAS à Saint-Etienne, tu as 20 top joueurs. Donc, tu es sélectionneur. Toi, quand tu fais une séance d'entraînement, tu n'as pas de déchets techniques. Tu n'as pas de déchets de compréhension. Quand demain, Franck Lucchini, il est entraîneur des 17 NAS de Borgo, c'est pas pareil de se maintenir en 17 NAS. Ouais, complètement. C'est ce que parce que tu vas avoir. Et tu vois, donc, et aujourd'hui, le fait que ces recruteurs-là, ces observateurs-là, viennent voir des joueurs en U10, en U9, en U11, eh bien, nos éducateurs qui avant avaient un groupe de jeunes et les former, se retrouvent à prendre le meilleur attaquant de la pivote Serinette, le meilleur milieu de terrain de Claré Montetti, le meilleur ailier gauche de la Beaucaire. Et j'ai une équipe, mais je suis sélectionneur. Hein. J'ai pris les meilleurs de tous les clubs. C'est ça. C'est ça. Mais c'est un peu le problème. Je te dis, c'est pour ça que moi je pense que c'est un problème et qu'à un moment donné, la Ligue, elle sera obligée. Parce qu'un club pro, comme tu dis, bon, il y aura les meilleurs, donc au final, et puis ils sont structurés. Il y a des jeunes qui sont en dessous, qui ont le niveau. Dès les premières années, ils peuvent se mesurer à un championnat national. Mais moi je te dis, je prends un cas comme les clubs qu'on a dans la région à Toulon, tu vois. C'est vrai que tu peux pas en vouloir aux éducateurs parce qu'ils veulent faire le taf, comme tu disais tout à l'heure, ils sont sous pression. Mais au final, à quel prix? Tu sais, aujourd'hui, bon, moi, je m'occupe un peu, je me suis rapproché un peu de Pierre Puget parce que, bon, pour plusieurs raisons, j'ai été frappé par le constat des gamins qui jouent en R. Donc en 15 R, ça veut dire que c'est des potentiels joueurs qui vont jouer les montants 17 nationaux. Techniquement, ils savent pas faire 30 jongles du mauvais pied, je veux dire, tu vois, et sur des passes, sur des choses basiques. Alors on leur demande de relancer propre par derrière, de faire des choses que le haut niveau, que tu vois au haut niveau, mais au final, les bases, en fait, pour aller vite, ils passent à côté de choses que, c'est incroyable. Moi, je suis resté surpris. Mais parce qu'on oublie malheureusement les fondamentaux dans certaines catégories d'âge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit au tout début de notre discussion, nous, à l'époque, on avait un responsable de catégorie qui nous disait, à cet âge-là, voilà ce qu'il faut travailler. Rien d'autre. Et on verra ensuite. Comme à l'école, on apprend d'abord l'alphabet avant d'apprendre à lire et à écrire. Mais il y a des enfants qui sont surdoués. Ils savent déjà lire et écrire. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas mettre tout le monde au même niveau. Mais quand tu prends talent plus talent, comme on dit, égale talent. Mais tu leur as pas appris à jouer au football. C'est naturel ce qu'ils ont. C'est naturel. Ouais. Et quand toi, tu veux rentrer dans leurs difficultés, ça veut dire leur faire travailler leurs points faibles, mais c'est là que tu te rends compte, comme tu dis, ils savent pas faire Dijon du mauvais pied. Par contre, du pied droit, ils vont être capables de te faire des transversales, relances, jonglerie, mais il leur manque la base
la base du football. Et aujourd'hui, nous, quand on avait, comme je te disais, des responsables de catégorie, on avait des objectifs à atteindre. Exactement. Alors, on n'était pas sous pression, mais on avait des objectifs à atteindre. Ça veut dire qu'on avait, par exemple, oui, tu avais des comptes à rendre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il fallait que le gamin, comme tu dis, sache faire minimum 10 du pied droit, 10 du pied gauche. Au moins, sache maîtriser le ballon. Parce que jusqu'à un certain âge, on n'a pas encore défini son poste. Ouais, on est d'accord. Donc, il faut savoir le faire développer. Non, mais tu sais très bien, en plus, là, petit, ça peut passer parce qu'il est un peu plus costaud. Mais tu sais très bien qu'à un moment donné, quand la compète, elle va vraiment monter, arriver, les niveaux vont monter, si tu n'as pas un minimum de bagage technique, ça passera plus du tout. Donc, c'est ça qui m'a alerté et je me suis dit, ouah, merde, putain. Alors, et puis après attention, tu vois jongler les gamins, c'est la pointe du pied, c'est même plus le coup de pied. Enfin, ils ont pris des habitudes et puis c'est tout, ça. C'est un effet de mode, peut-être, j'en sais rien. Mais, oui, mais en tout cas, c'est comme quand ils contrôlent tous. C'est comme ils contrôlent tous de la semelle maintenant. La semelle, oui, exact. Ouais. À l'époque, on ne contrôlait pas la semelle, on te disait intérieur du pied. Ouais. Là, ils contrôlent tous la semelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le futsal, parce qu'ils ont vu à la télévision contrôle semelle, mais ils ne se disent pas que ceux qui font le contrôle semelle à la télévision, ils le font parce qu'ils jouent sur une pelouse naturelle, parce qu'il pleut et ils s'assurent le contrôle semelle en mettant le talon au sol pour être sûr que le ballon ne passe pas sous le pied. Ouais. Mais eux, ils vont te faire un contrôle semelle sur toutes les surfaces et par tous les temps. C'est ça. Mais si tu ne corriges pas, tu restes avec ton contrôle semelle, ouais, c'est assez. Écoute, pour terminer sur comme ça, on a évoqué le sujet de Toulon, on l'a évoqué directement. Je comptais venir un peu plus tard. Comment tu expliques, toi, dans le Var à Toulon? Alors bien sûr, il n'y a pas de club pro à Toulon. C'est quand même un désavantage parce que ça aurait été la locomotive, tu vois, pour drainer des bons niveaux, que ce soit les 17 nationaux, les 19. Et puis même dans des clubs périphéries de Toulon, même des National 3, National 2, tu vois, je veux dire, comment tu expliques le néant, en fait, dans la région et au moins dans le grand bassin toulonnais? Le néant, il est pas compliqué. Moi, je le vois, par exemple, par rapport aux Bouches-du-Rhône ou aux Alpes-Maritimes. On va dire, ils ont la quantité de joueurs. D'accord? Ce sont deux grandes villes. Il y a Marseille et sa périphérie, Nice et sa périphérie. Donc, ils ont une quantité de joueurs qui fait que forcément, plus tu as de joueurs, plus tu as de chances de trouver des joueurs un peu plus talentueux. Ça, c'est la première des choses. Donc, nous, en quantité, on en a moins. Mais des clubs comme la Valette ont réussi à monter en 17 NAS. Des clubs comme la Valette. Le Racing. Voilà, le club comme du Racing. Donc, le Sporting a eu aussi. À l'époque, les 16 nationaux, les 19 NAS. Ouais, le souci, c'est qu'à un moment donné, on ne travaille pas tous pour l'intérêt du club. D'accord? On ne travaille. Aujourd'hui, il y a une équipe, je ne sais pas laquelle, dans le Var, qui a une belle génération de 16 R1. C'est elle qui doit être capable de monter en 17 NAS. Mais pour être capable de monter en 17 NAS, il faut qu'elle récupère, je ne sais pas moi, le meilleur joueur de hier, le meilleur joueur du Sporting, le meilleur joueur de la Beaucaire et le meilleur joueur du Racing. Le problème, c'est que quand ce coach-là, qui est en 16R, qui a une belle génération, il leur dit, j'aimerais bien récupérer ces 4 joueurs-là pour lutter contre les Marseillais et les Alpes-Maritimes pour pouvoir monter en 17 NAS, on lui dit non. Donc, le coach, il va priver son top joueur d'aller jouer en 16 R1 et de monter en 17 NAS, mais il va priver aussi ce club de monter en 17 NAS. Mais tu sais pourquoi il y a eu ce sujet? Parce qu'à un moment donné, la Ligue a autorisé que les gamins puissent changer de club autant qu'ils le souhaitent, jusqu'à 3 fois dans une saison. Ouais, exact. Et le coach avec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Franck Lucchini, il prend une licence au 1er juillet 2025 au Sporting Club de Toulon. À un moment donné, tu n'es pas content. D'accord? Au 30 décembre 2025, tu prends une licence dans un autre club. Tu n'es pas muté. Tu n'es pas muté et tu n'es pas content. Et en juillet 2026, tu signes dans un 3e club. Ça veut dire qu'en 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026, tu as signé 3 licences. Donc, les coachs, quand à un moment donné, ils ne s'entendent pas bien avec leur direction, ben, au lieu de partir avec les mains dans les poches, ils partent avec 4-5 joueurs. Ce qui ne se faisait pas ça avant.
Et même les clubs structurés à l'époque, un club comme le Sporting Club de Toulon, moi j'ai connu, quand on allait prendre un joueur de la Beaucaire, on prenait le top joueur de la Beaucaire pour jouer dans notre équipe première. Ouais. On ne prenait pas le top joueur de la Beaucaire pour qu'il joue en équipe 2 ou en équipe 3 du Sporting. Tu faisais ça intelligemment. Aujourd'hui, tu vas vouloir prendre le top joueur de la Beaucaire, le top joueur de la Seine, le top joueur de la Garde pour le faire jouer chez toi en 3 et en 4. Donc, tous ces clubs-là, tu te les mets à dos. Parce que se disent, putain, il nous a pris notre meilleur joueur qui jouait à ce niveau-là, il le prend pour que lui, il ait un nombre inconsolable de joueurs, mais il les fait jouer en 3 et en 4. Ouais, c'est ça. Je prends l'exemple de la génération 90, par exemple. La génération 90 du Sporting, c'est une génération extraordinaire. Il y avait Yann Nkouka, il y avait les fils Zawi, il y avait Ayoun Fall, il y avait Josué Aguilavogui. Eh bien, ils ont récupéré un joueur de la pivote serinette, c'est le petit Anthony Casalas. C'était un crack parce qu'il leur manquait un attaquant gaucher. Ils ont fait tous les petits clubs du coin, ils ont pris un joueur de la pivote serinette pour renforcer leur génération 90. Ça veut dire que tu avais 8 joueurs du Sporting qui étaient là depuis qu'ils avaient 6-7 ans et ils ont pris le petit Anthony Casalas. Un joueur, ils ont pris. Mais il était titulaire dans la génération 90. Mais si vous prenez 3 joueurs à la pivote serinette, t'en fais jouer un en équipe 1 et les 2 autres, tu les fais jouer en 2, tu pilles la serinette, donc tu les déshabilles pour toi qui te servent à rien du tout. C'est ça. Et en plus, tu te mets à dos les clubs et c'est normal que tu te les mettes à dos. Ouais. Ben c'est assez récurrent et je trouve que moi qui connais un peu, tu vois, sur la Corse vraiment, parce que j'ai toujours les liens, mais tu vois, je me dis, putain, mais comment tu passes de rien à ce qu'en Corse, tu es quand même du niveau, tu vois, et ils font des bons petits trucs avec pas beaucoup de moyens, donc je me dis, c'est triste pour la région, parce qu'au final, les bons, après, les bons, ça a toujours existé, ils partent dans les clubs pro, ça, même à mon époque, je veux dire ça. Tu peux pas les retenir. Voilà. Tu peux pas les retenir. Mais c'est pas normal qu'à un moment donné, tu puisses pas avoir dans ton département avec le bassin toulonnais, le bassin de Draguignan, le bassin de Fréjus-Serraf, au moins une équipe en 17 NAS, une équipe en 19 NAS et au moins 2 clubs en N3. C'est ça. Tu vois, j'ai eu il y a 2 ans, donc la réserve du Sporting quand j'étais toujours là-bas, la tristesse pour les gamins qui... Bon, c'est normal, ils n'ont pas eu une formation et c'est ce que beaucoup font l'erreur, tu vois. À 17, 18 ans, tu peux jouer en pro, oui, c'est vrai, mais quand tu as une formation dans un club pro où à partir de 14-15 ans, tu as le nombre de séances, tu as la musculation, tu as les kinés, tu as tout le machin. Et nous, le problème, c'est qu'on n'a pas tout ça. Et c'est vrai qu'à 18, 19, 20 ans, il y a un retard. Ils ne sont pas encore aptes à aller toucher un peu un certain niveau. Et c'est ça qui manque à Toulon, parce que des gamins qui ne passent pas pour jouer de suite en National 2, parce que bon, même si c'est pas aujourd'hui le niveau, il a un peu baissé, mais c'est quand même déjà un bon niveau. Les gamins, ils n'ont pas à côté quelque chose qui va les amener, tu vois. Donc il y en a beaucoup et énormément de talent, mais qui s'arrêtent à 20 ans. Et ils s'arrêtent complètement. Et donc, ça, c'est vraiment. Moi ça m'a frustré parce que je me suis dit, en fait, tu perds tes forces de la nature comme ça, quoi. Ouais, mais parce qu'à un moment donné, on ne travaille pas pour les clubs. Ce que je t'ai dit pour les jeunes, c'est valable pour les grands aussi. Si demain, toi, tu avais la réserve du Sporting et que c'était peut-être toi qui avais la meilleure génération en R1 ou en R2, il aurait fallu que les 2-3 meilleurs de Sifour soient chez toi, les 2-3 meilleurs de la Valette soient chez toi, pour que tu puisses, toi, monter en N3. Mais si toi-même, tu sais que tu as 2 top joueurs à Sifour, 2 top joueurs à la Valette, un top joueur à Tremplin, et que malheureusement, ils ne viennent pas chez toi pour que tu aies, toi, une top équipe montée en N3, tu vas te retrouver. On va être 4 équipes varoises à se tuer et on va finir 3e, 4e, 5e, 6e. Et les autres terminent premier, c'est eux qui montent. Tu as bien résumé, c'est ce qui se passe en fait chez les petits et chez les grands. Écoute, en espérant que les choses évoluent, mais je pense que c'est le Sporting qui remontera à un haut niveau, qui donnera peut-être un peu plus le tempo pour que ça se passe mieux, quoi. Donc voilà. Non, je pense qu'à mon avis, ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait une locomotive. Même si le club il est en N2, c'est pas grave. Mais il faut qu'à un moment donné, on puisse aujourd'hui nous se rapprocher de ces clubs-là.
À l'époque, comme tu dis, tu étais un club pro, donc c'est les petits clubs qui venaient vers toi. Aujourd'hui, on est quasiment tous au même niveau. Donc, à un moment donné, il faut savoir se mettre autour d'une table et parler comme des hommes. Même si on n'est pas d'accord, on doit être capable de parler. Voilà. Qui c'est qui a la meilleure génération de 2015? C'est ce club-là. Il a 9 bons joueurs. Bon, ben, on va lui envoyer ton bon joueur, pour qu'il puisse se défendre contre le 06 et le 0 et le 13, pour que ce soit lui qui monte en 17 NAS. Qui c'est qui a la meilleure équipe en R1 ou en senior? C'est lui. Bon, ben, on va lui envoyer. Parce qu'à un moment donné, dans les Bouches-du-Rhône, c'est comme ça qu'ils font. Ils se font la guerre, mais ils sont très solidaires. Ouais, ils sont solidaires. Ils sont très solidaires. Nous, ce qui nous manque, c'est la solidarité. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, moi, j'ai connu, parce que je suis un peu plus âgé que toi, je pense que certaines, j'ai connu Ajaccio, où ils avaient 2 clubs, un qui était en Ligue 2, un qui devait monter en Ligue 2, mais comme ils n'étaient pas assez nombreux dans la ville, ils n'ont pas pu monter en Ligue 2, t'imagines? Ben, j'étais dans le groupe, j'ai loupé mon contrat pro là-bas à cause de ça. Donc tu t'imagines? Et toi, aujourd'hui, tu es la 13e ville de France. Ouais. Je te dis pas d'être dans le top 13 en Ligue 1, mais au moins d'être dans le top 40 de France. Devrait être dans le top. Ouais, non, mais on est d'accord. Donc, ouais, c'est sûr que. Bon, il y a du taf, mais comme tu dis, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens intelligents, peut-être même avec le district, des moments où, voilà, tout le monde met les égos de côté, et puis on pense aux gamins, et qu'il faut du niveau, il faut un peu de niveau pour les retenir, parce que je te dis, il y a vraiment de la qualité, et même si les meilleurs choix, ils partent, c'est normal, c'est vrai qu'il y a de quoi faire avec ce qui reste, quoi. Donc, Mais bien sûr, après, il faut se dire, c'est pas grave. Si c'est Draguignan qui doit monter en 17 NAS et Fréjus en 19 NAS, eh ben, tant mieux, c'est eux qui montent. Eh ben, en attendant, nous, on va essayer peut-être de les récupérer après en senior. Il faut qu'à un moment donné, on puisse aider ceux qui ont la meilleure promotion et la chance de monter. ouais. Bah écoute, moi, je suis d'accord avec toi, j'ai bien aimé ton avis. Je pense que c'est le bon. Donc, voilà. Et pour parler de toi, ton rôle aujourd'hui, parle-nous de toi aujourd'hui, du coup. On est parti de la Polonaise. Écoute, moi, je suis parti donc du Sporting en 2014. Ouais. Derrière, j'ai fait 2 saisons au FC Sénois. Ensuite, une saison à La Valette. Et je suis parti ensuite en 2017 à Sedan, où on m'a proposé la direction du centre. À l'époque, le club était en N2, donc c'était un centre à titre privé. Ouais. Et l'équipe réserve. Donc, j'ai fait une saison complète. Et derrière, j'ai eu la chance de partir en Chine. Donc, j'ai fait la Chine pendant quasiment 18 mois. Je suis rentré à cause du Covid. Donc, la première année, j'étais formateur des entraîneurs chinois. Donc, en gros, j'avais un contrat d'État pour former les entraîneurs chinois parce que le pays est tellement grand que c'est un peu comme le Canada, c'est un championnat scolaire. Il n'y a pas de championnat jeune en club pro. Les jeunes, c'est à l'issue du collège, s'ils sont bons, qui sont recrutés dans les clubs pro pour jouer ensuite à partir de 17 NAS. Mais avant, il n'y a pas de club amateur qui ont la possibilité de pouvoir gérer les déplacements, gérer les championnats. Donc, c'est du scolaire. Par contre, c'est très bien structuré. Aux États-Unis. Derrière, j'ai eu la chance. Comment? Comme aux États-Unis. C'est ça, parce que le pays est trop grand pour pouvoir déplacer des gamins. Donc, c'est du scolaire jusqu'à la fin du collège. Ensuite, j'ai eu la chance de prendre la direction d'une académie de la JOCR en Chine, parce que le président actuel de la JOCR était un Chinois. Mais malheureusement, après 8 mois, j'ai été obligé de rentrer à cause du Covid. Ouais, le Covid, ouais. Et derrière, j'ai fait le Nigeria, j'ai fait Madagascar en étant coach adjoint de l'équipe nationale U23. J'ai fait la Guinée, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Et là, depuis septembre, j'ai la chance d'être rentré dans un contrat fédéral. Donc, en gros, je suis cadre fédéral de la Fédération royale marocaine de football, détaché dans un club. En gros, la fédération marocaine a mis en place un système américain pour aider les clubs à avoir des coachs diplômés. Donc, en gros, si le club rentre dans un certain cahier des charges, ça veut dire s'il a des terrains pour entraîner uniquement les jeunes et un service d'hébergement, la fédération prend en charge le salaire de 10 coachs, de 3 préparateurs physiques, d'un analyste vidéo. Elle paye l'école aux enfants et la restauration. Actuellement, l'année dernière, il y avait 10 clubs marocains qui rentraient dans ce cahier des charges.
Cette année, il y en a 12, c'est la deuxième année. Ils veulent mettre en place ce projet jusqu'en 2030. Donc, ça veut dire que si demain, toi, tu es président d'un club et que tu rentres dans le cahier des charges, la fédération, elle peut t'envoyer 10 coachs, te les payer, 3 préparateurs physiques, te les payer, un analyste vidéo, te les payer, et payer l'école et la restauration de tes joueurs. Par contre, elle ne s'occupe que des U13 jusqu'au U20. D'accord. Elle ne s'occupe pas de la catégorie senior. Ouais, chez les jeunes, incroyable. En gros, elle veut développer le football des jeunes pour que dans les catégories de jeunes des équipes nationaux marocaines, les 17, les 19, il n'y ait pas 90% d'expatriés ou de binationaux. Elle veut qu'il y ait au moins 50-50. Donc, c'est ou la fédération qui envoie des coachs diplômés, ou toi, en tant que président, tu proposes des coachs diplômés. S'ils rentrent dans les critères de la fédération, elle les salarie. Ouais, j'ai compris. Donc, mais du coup, toi, donc, tu es dans le cadre d'entraîner une équipe, tu as des jeunes, c'est ça? C'est ça. Actuellement, j'ai U17 du club de Zmemra. Zmemra, c'est un petit village de 50 000 habitants. Ouais. Mais le club senior évolue en première division. Ouais. Donc, c'est une ville qui est à 2h30 au sud de Casablanca et à 2h30 au nord de Marrakech, dans les terres. C'est une ville un peu agricole. Ouais. Et moi, j'ai la catégorie U17 nationale. Donc, il y a 4 poules dans tout le Maroc, 2 poules dans le nord, 2 poules dans le sud. Donc, on a une phase aller et une phase retour. Et à la fin de la phase aller et de la phase retour, les 4 premiers de la poule A et les 4 premiers de la poule B jouent des playoffs. Les 4 premiers de la poule C et les 4 premiers de la poule D jouent les playoffs. Et les 2 premiers joueront demi-finale-finale pour faire un titre de champion de France. Champion du Maroc, ouais, U17. Ouais. Ben, en tout cas, c'est incroyable. Mais tu vois, les moyens qu'ils mettent, c'est peut-être pas un hasard. Hein. Regarde les équipes nationales, hein, que ce soit les hommes et tout. Et puis même chez les jeunes, l'autre fois, je suivais, c'était quoi, les 20 Les 20 qui ont été champions du monde. Ouais, qui ont été champions du monde. Ouais, donc au final, il n'y a peut-être pas de secret hein, quand tu mets des moyens. Ah non, mais après, les moyens, alors on a forcément, nous, on a une programmation de la DTN. Donc, on a un directeur technique national qui s'appelle Monsieur Fatri Jamel. C'est lui qui envoie donc la programmation à notre directeur du centre. Et notre directeur du centre nous donne la programmation hebdomadaire. Ça veut dire qu'on a l'aérobie, la force, l'endurance, la vitesse, la vivacité. Ensuite, toi, tu es libre de mettre la séance d'entraînement que tu veux dans les critères qui ont été proposés. Non, franchement, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Ah ouais, ça doit changer. Ah ouais, ça doit changer. Bah, de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est quand tu cadres, quand tu lèves la compétence et que tu. Ouais, c'est clair. C'est en tout cas. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas avoir de réussite. Hein. Ouais, sans les moyens. Ouais. Et du coup, le niveau des gamins, comment c'est comparé par rapport à Toulon, qu'il y a des différences, comment ça se passe? Alors oui, forcément. Moi, j'ai vu par exemple quand j'étais dans l'Afrique subsaharienne. Ce sont des joueurs très athlétiques, très explosifs. Un peu, tu sais, le style ghanéen, Nigeria, voilà. Trapu, rapide, puissant. Par contre, il manque cruellement d'endurance. D'accord. Parce qu'ils ne le travaillent pas. Donc, on met une addition de joueurs explosifs contre une addition de joueurs explosifs. Et c'est l'équipe qui aura le plus de talent qui va gagner à la fin du match. Ouais, talent, ouais. Donc, quand j'étais au Nigeria ou quand j'étais en Guinée, j'ai beaucoup travaillé l'endurance, parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'avais la courbe d'intensité de mes joueurs qui baissait. Il leur manquait du coffre. Ouais. Et c'est normal, hein. Tu peux pas demander à Usain Bolt de faire un marathon. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et par contre, au Maroc, c'est l'inverse. Donc, c'est des joueurs qui sont très fins, très endurants. Par contre, ils manquent de puissance athlétique. Donc, c'est sur ce critère-là qu'il faut qu'on travaille. Ça veut dire qu'on manque d'explosivité. Par contre, on peut jouer 3 heures. Alors, on a cette technique de rue, parce que les gamins, ils aiment jouer dans la rue. Donc, tu as cette technique individuelle. Mais il manque, aujourd'hui au Maroc, il manque la puissance et l'explosivité et le travail collectif. Parce qu'on est encore sur l'individu. On n'est pas encore sur l'individu au profit du collectif. Ouais, j'ai compris. Ouais, c'est tout un travail. Mais bon, du moment ils mettent les moyens, ça va vite. Je pense que ça va vite se régler tout ça. Oui, ça va le faire parce qu'aujourd'hui, on a des salles de musculation dans les centres pour faire travailler les gamins. On a des préparateurs physiques.
Donc, ils connaissent donc les critères morphologiques du Marocain et ils savent quelle filière énergétique il faut lui faire travailler pour pouvoir plus ou moins compenser quand tu vas jouer contre des Ghanéens ou des Nigérians ou des gars qui sont puissants. Parce que si tu arrives, comme on disait tout à l'heure, le petit jeune comprend pas au centre de formation parce qu'il est petit, il est pas costaud, mais techniquement, il est bon. Il va travailler son mental. Et quand il va arriver en U19, qui sera un peu rempli, ben, il aura tellement travaillé son mental que tu pourras lui mettre quelqu'un de plus costaud, il va facilement trouver la solution. Et aujourd'hui, en travaillant la puissance et l'explosivité dans le football marocain, on aura la chance de pouvoir rivaliser avec ces joueurs subsahariens plus costauds et plus trapus que le nord de l'Afrique. Et ouais. En tout cas, tu as un sacré parcours, hein, et je trouvais ça important de t'entendre parce que c'est une chance, hein, de quelqu'un qui. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de toutes ces expériences-là qui t'ont amené aujourd'hui au Maroc, au niveau du coaching? Tu vois, si on rentre un peu, tu vois, si tu dois donner des conseils, tu vois, à des jeunes éducateurs qui sont même ici, tu vois, qui pourraient t'entendre, le conseil, déjà au niveau des éducateurs, quel conseil tu donnerais? Ben, si je devrais donner des conseils aux éducateurs, j'en donne pas mal parce que certains m'appellent pour avoir des conseils. Je leur dirais la première des choses, c'est d'être patient. Et comme tu as dit, tu as employé le mot éducateur. Donc éducateur, ça correspond à une certaine catégorie d'âge. Ça veut dire on parle des éducateurs de U6 à U13. Ensuite, au-dessus, on est un formateur. Et au-dessus, on est un entraîneur. Donc, quand on est éducateur, on doit éduquer des joueurs. Donc, si le joueur il rentre avec le sourire, la première des choses, c'est qu'il doit quitter sa séance d'entraînement avec le sourire. Et il doit avoir appris quelque chose. Peu importe quoi, il doit avoir appris quelque chose. Et il faut être patient parce que tout le monde n'a pas la facilité ou la compréhension rapide. Tu vas avoir des joueurs qui vont comprendre des choses au bout d'un mois et d'autres joueurs du même âge qui vont le comprendre au bout de 6 mois, 1 an ou peut-être dans 1 an et demi. Ça, c'est important. Et c'est important aussi de savoir la place de cet enfant dans sa famille. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'entraîner plusieurs catégories d'âge, que ce soit les garçons ou les filles. Mais tu de 12 ans qui est de sa famille et qui a 2, 3 petits frères, ce ne sera pas le même gamin de 12 ans qui est le dernier de sa famille avec 3 ou 4 grands frères. Pourtant, ils ont le même âge. Mais l'autre, à 12 ans, c'est un débrouillard parce que c'est lui qui amène son petit frère à l'école maternelle avant de partir au collège. Et l'autre, c'est son grand frère de 20 ans qui l'amène au collège en voiture avant de partir au travail. Donc, c'est 2 gamins de 12 ans, mais mentalement, ce n'est pas les mêmes. Et donc, ça, c'est important de savoir à qui on a affaire. Bien sûr. Ouais, tu vois, Franck, je prends l'exemple. Tu vois, c'est important de savoir à qui tu as affaire parce qu'ils ont peut-être le même âge, mais ils n'ont pas la même responsabilité quand ils sortent du terrain. Ouais, exactement. Et pas la même maturité quand ils sont sur le terrain avec toi. Ouais. Et ça, je te parle de la hiérarchie dans la maison, sans savoir qu'aujourd'hui, tu peux avoir un gamin qui est né le 1er janvier et qui joue avec un gamin qui est né le 30 décembre. Le 30 décembre. Et l'autre, il a quasiment 1 an de plus. 1 an de plus, ouais. Complètement. Donc, si tu n'es pas patient avec ces joueurs-là, il faut connaître tes joueurs. Et il ne faut surtout pas rentrer dans le conflit du joueur qui n'a pas compris. Ouais. Ça veut dire que moi, je me rappelle quand j'ai passé l'initiateur 1 à l'époque, le CTD du VAR, monsieur Charles Jacquia, m'a dit attention, quand vous faites une séance d'entraînement, vous ne devez pas avoir 100% de réussite, vous ne devez pas avoir 100% d'échec. Ça veut dire que si tu as 100% de réussite sur ta séance, arrête-la de suite et complique-la. Il faut que tes joueurs trouvent un peu de difficulté. Et si tu as 100% d'échec, arrête ta séance de suite et rends-la plus facile parce qu'il faut que tes joueurs, ils y trouvent un peu de réussite. Bien sûr. Parce que quand toi et moi, on est dans notre chambre, dans le bureau, et qu'on fait notre séance d'entraînement, nous, on a écrit notre séance d'entraînement, on la comprend et on la visualise. Mais après, quand il faut la transmettre à quelqu'un, le petit, il peut ne pas forcément la comprendre. C'est rigolo ce que tu dis, parce que quand tu bascules, bon, moi, je l'ai vu moi aussi. Alors, au début, quand je passais mes diplômes, je ne voulais pas spécialement entraîner. Bon, ça s'est fait comme ça avec le regretté Didier Rabat, tu vois. Il m'a dit, tu as joué, fais-le. Bon, je me suis laissé convaincre et tout.
Et quand je me suis pris au jeu donc d'entraîner, puisque j'avais les seniors, comme tu dis, on met des choses en place parce qu'on sait où on va. Et quand je voyais ce que je mettais sur le papier, je me disais, mais putain, mais moi, pourquoi le coach, quand j'étais jeune, il m'a pas expliqué où il voulait en venir, en fait? Parce que quand tu mets du physique ou des choses compliquées, en tant que joueur, tu te dis, oh, ça c'est nul, à quoi ça sert, ou ça je le fais à moitié. Et tu vois ce truc de. Nous, on l'a en tête, mais pas les joueurs. Je trouve que peut-être que les coachs, ils devraient. Ça, c'est un point intéressant parce que si le joueur, il comprend, je pense que peut-être les séances, ne seraient pas la même et qu'il sait qu'est-ce qu'il ferait, tu vois, Mais tu où c'est qu'il sais, s'améliorerait. moi, j'ai vu l'évolution du football. Moi, j'ai joué à un petit niveau. Quand l'entraîneur il nous disait faites 10 tours de terrain, on faisait 10 tours de terrain. Il y a eu ensuite une génération. Quand l'entraîneur il leur disait faites 10 tours de terrain, les gamins ils disaient mais pourquoi on doit faire 10 tours de terrain? Et comme le coach n'avait pas la réponse, il disait ah, tu es un arrogant, tu es mal poli. Mais aujourd'hui, les joueurs d'aujourd'hui, quand le coach leur dit faites 10 tours de terrain et qu'il te dit pourquoi, il faut que tu sois capable de lui répondre. Tu dois faire des tours de terrain parce que c'est important pour développer ta capacité pulmonaire, pour avoir de l'endurance. Le gamin, lui, ce qu'il veut, c'est juste une réponse à une question. C'est ça, ouais. Ouais. Donc, et comme tu disais, toi, dans ta tête, tu vois un truc, mais il faut le transmettre, ce truc, pour que lui aussi, il voit ce que tu as dans ta tête. D'être sur la même lignée, ouais, les mêmes longueurs, ouais, c'est exactement. Ça, c'est vrai que tu as soulevé ça. Et du coup, bon là, sur les coachs, on a compris hein, le dialogue et puis voilà, la patience, ça c'est sûr qu'il ne faut pas, en fonction des âges, comme tu as dit. Et si tu devais donner un conseil à un jeune joueur qui aimerait faire du foot sa vie, tu dirais quoi? Alors, selon son âge, parce que tu ne parles pas à un gamin de la même façon, parce que tu as un gamin de 10 ans qui veut devenir footballeur professionnel. Non, mais on parle D'accord? des âges. Non, mais Ouais, vas-y. je peux le comprendre. Le gamin de 10 ans qui veut devenir footballeur professionnel, je vais lui dire, écoute, travaille bien à l'école, écoute ce que ton entraîneur il va te dire, mais le vrai football, ça commence à 11. Le vrai football, ça commence à 11. Prends du plaisir jusqu'à ce que tu arrives à 11 contre 11. Et quand tu arrives à 11 contre 11, là, à un moment donné, il faut, 1, être patient. 2, travailler. 3, écouter ce qu'on te dit. Et 4, penser en dehors du terrain. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a le repos, il y a l'hygiène, il y a la nourriture. Il y a beaucoup de choses qu'on l'on oublie. Et la charge de travail. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'entraîneur, lui, il va avoir un gamin 3 ou 4 fois par semaine. Il a fait une programmation dans sa semaine. Il sait ce qu'il doit faire au gamin pour que le gamin il soit au top de sa forme le jour du match. Ouais. Arrivent les vacances scolaires, on va dire au gamin, il faut que tu te reposes. Tu peux aller faire du vélo, tu peux aller faire du skate, tu peux aller jouer au football en bas avec tes collègues, tu peux aller à la plage, à la piscine. Mais moi, je vois des gamins avec des chronos, des plots, des ballons, le jour de repos. Ouais. Et à un moment donné, ton corps, il a besoin de repos. Les joueurs professionnels, tu as eu la chance de jouer à un certain niveau. Quand on te dit, messieurs, vous avez 3 semaines ou un mois de vacances, prenez 3 semaines à rien faire, et la dernière semaine avant de venir, vous faites un petit footing. Mais aujourd'hui, on a des enfants qui ne se reposent jamais parce que c'est l'environnement qui est autour d'eux qui fait qu'ils ne veulent pas se reposer. Alors, ils quittent l'entraînement, ils sont en vacances scolaires, ils les mettent en stage foot. Alors, je comprends que c'est mieux de le mettre en stage foot qu'au centre aéré, parce qu'au centre aéré, il va rien faire et le minot, il aime le ballon. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on lui fait dans ce stage foot. Alors, quand c'est des joueurs du club, c'est adapté. Je prends l'exemple, par exemple, de la Beaucaire ou de la Seine. Plutôt que les gamins soient en vacances dans la rue, ils disent, bon, mais les parents, si vous voulez, nous, on les prend en stage foot, vous leur prenez juste le pique-nique et on les prend de 9h du matin à 16h pendant les vacances. Mais eux, comme c'est leurs joueurs, ils savent ce qu'il faut leur faire faire. Parce qu'ils les entraînent toute la semaine. Ils savent que, par exemple, le matin, ils vont leur faire 1h30, l'après-midi, ils vont au bowling. Ouais, sûr, le lendemain, ils vont leur faire 1h30, l'après-midi, ils vont au cinéma. Mais ceux qui les mettent en stage vacances, où on est dans l'intensité de séances cumulées à ce qu'on faisait en club, aujourd'hui, regarde, moi, j'apprends que des gamins de 14-15 ans, ils font des ligaments croisés, ils font des déchirures, ils font des claquages. Et c'est pas que faute à la nourriture. Moi, la première fois que je me suis blessé, j'avais 26 ans. Aujourd'hui, j'entends des ligaments croisés à 12-13 ans.
Non, c'est mais qu'à un moment donné, il y a une surcharge de quelque chose. non, mais il y a la surcharge. Après, on en reviendra après parce qu'on passera aux parents, tu vois. Mais on finit pour les conseils aux jeunes qui veulent devenir footballeurs. Mais tu as raison, ils veulent vivre. Ouais, ça passe d'un entraînement à un coach privé. Après, le coach privé, c'est le coach privé. Après, le coach mental. Enfin, ça s'arrête plus. Tu as raison. Et c'est dommageable parce qu'à un moment donné, cet enfant, il se repose jamais. Ouais. Moi, l'été, tu sais, je m'amuse à mon quartier, à la Rode. J'ai la chance d'avoir le terrain Jean-Alex Hernandez. Je mets en place des ateliers de coordination. De coordination. Ça veut dire il peut venir une danseuse, un rugbyman, un tennisman, un footballeur. Je mets en place. J'avais vu, tu Et les avais mecs, ils me affiché disent, sur ouais, mais Facebook, j'avais vu. voilà, j'aimerais bien que tu mettes un peu de ballon, un peu. Je dis non, 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 je fais que de la coordination. Ouais. Ça veut dire que moi, je vois que les gamins, ils sont pas coordonnés. Ils savent pas sauter à la corde, ils savent pas faire de cloche-pied, pied droit, pied gauche, ils savent pas faire marche arrière sans tomber sur le dos. Ouais. Donc, je vais faire que de la coordination. Ce que vous avez besoin, parce qu'à l'époque, nous, on jouait dans la rue. On montait aux armes, on allait. Aujourd'hui, les enfants, c'est école, maison, et s'ils ont de la chance, ils font du sport. Ouais, c'est ça. Mais comme tu as dit tout à l'heure, on leur fait tellement faire un ressorti de balles comme des pros, c'est qu'ils n'ont pas les bases. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas les bases et il leur manque les bases de coordination. Et la coordination, c'est pas compliqué. T'as qu'à t'en servir d'échauffement. Ça devrait être presque une obligation de faire de la coordination à chaque séance. Complètement. Tu en fais 10 minutes. 10 minutes chaque début de séance, c'est un échauffement. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Mais même tu les fais jongler avec les deux pieds, ça fait de la coordination déjà, hein, mais c'est clair. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc pour finir sur les conseils des gamins, donc le temps, tu leur as dit d'être patient chez les plus petits. Et sinon, un gamin qui commence à avoir 15 16 ans, pour toi, les qualités qu'il faut travailler pour passer Ben, le cap. il faut qu'il ait une qualité forte, naturelle. Ça veut dire qu'il faut ou qu'il aille à 2000 à l'heure, ou que ce soit un dribbleur hors pair, ou qu'il ait un physique hors norme, ou qu'il ait une intelligence de jeu. Voilà. Et en fonction de cette qualité-là, tu sais déjà plus ou moins dans quel poste il pourra se projeter. Dire, Ouais. s'il va vite, tu le mets dans un couloir, tu lui apprends juste à centrer correctement. Le coach il va dire, ouais, c'est une bombe, il va vite, il déborde, il centre. Je peux le faire jouer dans un 3-5-2, dans un 4-4-2, je m'en fiche, mais il a une qualité forte. C'est un dribbleur, je vais le mettre derrière l'attaquant. Le gars, il est intelligent, je vais le mettre en meneur de jeu. Le gars, il est costaud, je veux le prendre dans son impact physique. Tu prends, tu donnes, mais il faut qu'il ait une qualité forte. Et sur cette qualité forte-là, il faut qu'il la travaille tellement que l'on ne voit pas ses défauts. Parce que souvent, les entraîneurs, ils confondent. Ah, lui, c'est un droitier, il n'a pas de pied gauche, je vais lui apprendre à jouer du pied gauche. Ouais, perds ton temps. Mais s'il a 17 ans, 18 ans qu'il n'a pas de pied gauche, ne lui apprends pas à jouer du pied gauche. Au contraire, fais en sorte que son pied droit, ce soit une arme de guerre. Ouais, bien sûr. Ouais, Parce de que perdre si plus son ton pied temps. droit, c'est une arme de guerre, on ne verra pas son pied gauche qui est bidon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais c'est un bon, ouais, c'est un bon repère pour les gamins. C'est vrai, ça peut donner des repères parce que souvent, ouais, tu t'éparpilles. Ils veulent être forts. Mais comme on en parlait avec les prépas, sauter haut. Mais c'est vrai qu'il faut travailler sa qualité principale en fait, hein, tout simplement. Alors attention, on est bien d'accord, on parle du gamin qui a 17-18 ans, qui est dans la post-formation. Oui, oui, Si oui. on est chez le petit, il faut qu'on lui fasse tout travailler. Mais si à un moment donné, tu as 17-18 ans, tu vas à 300 à l'heure, je ne vais pas te demander de centrer du pied gauche ou de dribbler comme un numéro 10. Ouais, Par contre, je vais te demander d'aller à 300 à l'heure et de m'envoyer tous les ballons au point de pénalty pour que tu sois un monstre. Après, à l'attaquant, d'être là au moment où le ballon il arrive. ouais. Exactement. Et pour finir, ben, comme ça, on a fait tout le monde, les éducateurs, les joueurs et les parents. Les parents. Un conseil aux fameux parents. Malheureusement, tu sais, je vais te dire, moi j'ai connu, j'entraînais des gamins, il n'y avait personne derrière le grillage. Hein. Et les week-ends, on galérait pour trouver des voitures pour nous amener jouer des matchs. Aujourd'hui, derrière le grillage, il y a des parents, jusque-là, c'est pas grave, mais ils sont journalistes sportifs, ils sont techniciens, ils sont sélectionneurs, ils prennent le temps de jeu de leur enfant, pardon, et ils vont te donner des conseils. Ah ouais, incroyable. Et ils se permettent de faire ça dans cette discipline-là, le football, parce qu'on leur a autorisé. Dans d'autres disciplines sportives,
Moi, j'ai eu la chance d'avoir une nièce qui faisait du judo. J'ai voulu une fois la mener à l'entraînement. À la porte, on m'a dit, monsieur, au revoir, revenez dans 1 heure et demie. Ouais, comme à l'école, quoi. Tu rentres pas dans la cour. Hein. Comme à l'école. Et ce qui a fait du bien à beaucoup d'éducateurs et à beaucoup de clubs en France, ça a été le Covid quand les parents étaient interdits de structure. Ouais, Les coachs entraînaient tranquillement. Les enfants, ils étaient focus sur le coach. Parce qu'aujourd'hui, même si le parent, tu fais une réunion, tu dis, messieurs, mesdames, je veux surtout pas vous entendre derrière le grillage, je suis le coach, c'est moi qui donne les consignes, c'est moi ci. Oui, il n'y a pas de problème. Mais avant, dans la voiture, il a pris la foudre. Après, dans la voiture, il a pris la foudre. C'est très compliqué. ouais, C'est très compliqué. Et comme on le disait tout à l'heure en début d'émission, dès le moment où les recruteurs ils sont arrivés à l'âge de 9-10 ans, observer les joueurs, les parents sont devenus fous. Ils sont devenus fous et puis ils savent qu'ils ont un moyen de pression sur l'éducateur parce que sinon il s'en va. Alors ça devient un jeu. Il s'en va. Mais c'est aussi la faute de la Ligue d'éditer des licences. Parce que si la Ligue aujourd'hui dit, monsieur Lucchini, vous allez prendre une licence au 1er juillet, vous avez signé, attention, la prochaine licence, c'est au 1er juillet de l'année prochaine. Vous voulez quitter, vous ne pouvez plus jouer nulle part. Et là, tu vas faire ton choix. Et tu vas faire attention d'écouter le coach jusqu'à la fin. Oui, mais si tu sais qu'en décembre, tu peux partir et qu'en juillet l'année d'après, tu peux encore signer. Non, on est d'accord. Et puis même, ça t'apprend l'engagement, quoi. Tu commences, tu finis. Moi, je ne connais aucun parent qui met son enfant dans un collège, ou dans un lycée, ou dans une école maternelle, ou dans une école primaire, qui l'enlève en décembre, qui le fait changer d'école, et qu'en juillet, il le remet dans une 3e école. Mais c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple parce qu'en fait... Ouais, c'est devenu problématique. On le voit sur. C'est ce que je t'ai dit. C'est l'environnement qui est autour du football qui doit faire leur travail. Je dis, dès le moment où ils vont interdire l'émission d'une seconde licence à la même année, tu vas voir comment ils vont réfléchir et comment les joueurs ils vont faire attention au club où ils vont aller. Ils vont voir l'éducateur. Ils vont prendre le temps de signer la licence avant de se. Parce que comme tu dis, c'est un engagement. Ouais, c'est un engagement. Ouais, c'est un engagement. Ouais, c'est clair. Ouais, ben ça, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Comme tu dis, c'est l'environnement qui a changé le foot, parce qu'au final, le foot. C'est l'environnement. Parce que les parents, c'est les mêmes. C'est l'environnement qui a rendu fou les parents. Hein. Ouais, nous, on avait aussi nos parents qui aimaient le football, qui se déplaçaient sous la pluie, sous le vent, nous regardaient jouer. Mais ils nous regardaient jouer avec un sourire. Ouais. Aujourd'hui, ils te regardent jouer. Tu sais, je ne veux pas envoyer des salades parce que je ne voudrais pas. Ouais. On m'a invité il y a quelques années de ça à aller voir 2 générations 2008. Il y a quelques années de ça. À l'époque, ils ne jouaient pas encore à 11. On m'a dit il y a la meilleure génération 2008 des Bouches-du-Rhône qui va jouer contre la meilleure génération 2008 du Var. Ça fait 2 ans que les coachs s'évitent, ils vont pas au même tournoi, patati patata. Je me suis dit quand même, 2008 à l'époque, ils avaient 11 ans. Donc je me suis dit quand même, jusque-là, les mecs, ils s'évitent parce que, soi-disant, c'est les 2 meilleures générations. J'ai dit, bon, je vais aller voir ce match. Ils les ont fait jouer à 11. Écoute bien, Franck. Hein. Donc, ils avaient 11 ans. C'est les U12. Ils les ont fait jouer à 11. Donc, je regarde le match. C'est vrai que, techniquement, c'était joli. Donc, la meilleure génération de 2008 des Bouches-du-Rhône contre la meilleure génération de 2008 du Var. À la fin, j'attrape le coach. Je lui dis, tiens, t'as 2 top joueurs au milieu de terrain, mais bon, j'aurais voulu que tu leur envoies la salade parce que de temps en temps, ils faisaient un peu n'importe quoi. Il m'a dit, tu sais, si j'ai le malheur de leur faire une réflexion, les gamins, ils vont partir, ils vont quitter le club. J'ai compris que c'était fini. Après, je te rends compte, mais beaucoup de coachs, d'éducateurs sont prisonniers de ça, malheureusement. C'est devenu... c'est devenu... les parents, il faudrait qu'ils restent un peu plus à leur place. Hein, qu'est-ce que je te dis Non, il faudrait les interdire de stade. Je te promets, il faudrait les interdire de stade. Les faire venir au tournoi en fin d'année, là. Quand on mange les merguez. Voilà. Ouais, c'est vrai. On mange, on boit l'apéro. Merci, au revoir, à l'année prochaine. C'est ça. Mais écoute, c'est comme l'école. C'est comme l'école. Toi, quand tu as amené ton fils à l'école primaire, la première fois où tu as eu le droit de rentrer dans l'école, c'est à la fin de l'année qu'il y a eu la kermesse. Voilà. À la fin de l'année. Avant, tu ne rentres pas dans l'école. Ouais. Tu ne rentres pas dans l'école, tu le lâches devant le portail, tu le récupères devant le portail. L'école, c'est sacré. Le stade, c'est sacré. Le stade, c'est sacré. Ça serait un bon moyen. Alors après, c'est vrai que pas tous les clubs pourraient avoir ce moyen-là de bloquer, mais c'est vrai que ça serait une belle solution. Ouais. Sincèrement, ça serait
Écoute, moi, c'était un plaisir de t'écouter, Momo. Merci Parce que beaucoup. ton expérience, elle est hyper importante et j'espère que, de toute façon, je prendrai des nouvelles de ton expérience là au Maroc. J'espère qu'elle continuera et moi, je surveillerai ça de près. Euh, le Toulon, tu suis encore un peu maintenant l'équipe 1? Bien sûr, parce il y a encore quelques jeunes joueurs que j'ai entraînés qui jouent dans l'effectif, en particulier par exemple le petit jeune Mérez de Belkeshine, que j'avais eu en U15 à la Seine. Donc voilà, j'essaye de suivre un peu. À Lyon, Maxime à Lyon, que j'ai eu en U13 au Sporting. Voilà, donc j'essaye de les suivre parce que ça reste mon club, c'est ma ville. Moi, je suis né à Toulon, je t'ai dit, je suis allé voir des matchs de Toulon sous la pluie à Bourg-en-Contre, je rentrais à pied jusqu'à la Rode parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de bus. Forcément, je les suis parce que tiens, j'y ai passé 19 ans. Donc, c'est, c'est un pincement au cœur de les voir à ce niveau-là, de voir que autour de nous, on a des clubs qui travaillent aujourd'hui mieux que nous. Autour de nous, on a des éducateurs qu'on devrait récupérer pour structurer le club. Alors, je dis pas qu'il faut piller les meilleurs éducateurs des clubs alentours, mais on les connaît, les meilleurs éducateurs. Hein. Tu vas aller dans n'importe quel coin, ils vont te donner la liste des 10 meilleurs éducateurs du Var. On Oui. devrait les avoir chez nous. On Ouais, ouais. parlait Vas-y, ça a du coupé, vas-y. Sporting Club de Toulon et tu Ouais. me disais que Momo Sadani a été remercié, c'est ça? Ouais, il a été remercié. Donc, mais depuis toutes ces années, avec tous ces coachs qui sont passés, selon toi, c'est quoi qui fait qu'on n'arrive pas, quoi? C'est quoi qui fait que le club il Ben, stagne et qu'on déjà, ne voit pas le jour? déjà, il faudrait qu'on ait une base solide au niveau de la formation. Il faudrait qu'on ait une identité club. Ça veut dire il faudrait qu'il y ait un directeur technique qui ne bouge pas. Il faudrait qu'on ait une vingtaine d'éducateurs, top éducateurs qui ne bougent pas pour qu'on puisse pérenniser une certaine façon de travailler. Ça, c'est la première des choses. Il faudrait ensuite, comme on l'a dit en début d'émission, qu'on aille club alentour et leur dire que voilà, aujourd'hui, on voudrait récupérer le top joueur de chaque club pour qu'on puisse rehausser le niveau de nos catégories d'âge et ne pas s'occuper de l'équipe senior. L'équipe senior, il faut prendre un coach qui s'occupe uniquement de faire monter l'équipe senior, alors avec les moyens qu'il veut, ou avec les meilleurs varois, ou avec des mercenaires, mais il ne doit pas s'occuper de tout ce qui est formation. Dès le moment où tu auras travaillé une base solide au niveau de la formation, il faut qu'à un moment donné, la direction du club puisse faire un pas en avant dans les clubs professionnels alentours. C'est pas normal aujourd'hui que le Sporting Club de Toulon, en ayant Nice et Monaco d'un côté, Montpellier et Marseille de l'autre, des clubs pro en Corse, Saint-Étienne et Lyon au-dessus, n'ait pas un seul joueur prêté d'un club pro. Ouais, incroyable. Tu es en National 2, tu n'as pas un seul joueur prêt. Tu devrais, toi, te déplacer dans ces clubs-là, leur dire, voilà, ce joueur-là, il m'intéresse, plutôt qu'il joue dans votre réserve, prêtez-moi-le, option d'achat, pas option d'achat, le salaire, pas le salaire, on se débrouille. Mais tu devrais récupérer des joueurs en prêt. Tu n'as aucun joueur en prêt. Je ne sais pas si tu n'es pas la seule équipe en National 2 à ne pas avoir de joueurs en prêt, alors que tu as des clubs pro qui sont tout autour de toi. Bien sûr, ouais, on est d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On n'utilise pas les forces qui sont autour, ouais. Tiens, à un moment donné, on a des anciens Toulonnais. Regarde, dernièrement, le premier buteur de Créteil, Ouais, Ben Frege, ouais. c'est un joueur qui est venu chez toi à l'âge de 5 ans, qu'à l'âge de 15 ans, il est parti à Sanary. C'est lui qui a fait monter Sanary en DH. Il est parti à la Valette. C'est lui qui a fait monter la Valette en 17 NAS. Il est parti à l'OM. Il a marqué des buts. Il est parti à Auxerre. Mais ce joueur-là, quand il est à Auxerre, dans le club pro, comme tu disais tout à l'heure, on ne peut rien faire. On est d'accord? Ouais, ouais, ouais. Mais à un moment donné, quand Auxerre ne le garde pas, Ouais. pourquoi toi, tu n'es pas capable de pouvoir le récupérer ce jour-là? Pourquoi c'est un joueur qui va jouer dans d'autres clubs en national? Ouais, non, non, je suis d'accord avec toi. C'est le manque de. Ouais, je sais, ouais. C'est clair. Donc, en tout cas, c'est triste parce qu'au final, le stade, il se vide et l'engouement. C'est pour ça qu'on essaye tu vois, on essaye de vivre le foot différemment, tu vois, parce qu'on le voit pas sur les terrains, mais qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça. C'est C'est compliqué. malheureux. J'espère qu'on pourra un jour restructurer ce club. C'est juste une question de. Il y a des villages de France qui sont en National 1 et en Ligue 2. Des villages de France. Toi, tu es la 13e ville de France.
Même si tu vas jamais en Ligue 1, mais tu pourrais déjà pérenniser une Ligue 2 et tranquillement prendre des joueurs à droite à gauche des Ligue 1 qui est autour de toi. Tranquillement. Même faire des années en Ligue 2. Mais au moins avoir ce statut pro qui Oui, apporterait, comme tu as dit tout à l'heure, la locomotive dans le Var. oui, pour au moins avoir un centre, hein, voilà, être en Ligue 2, avoir un centre de formation, faire travailler les gamins, et puis après, aujourd'hui, après, tu vends tes gamins. Il y a beaucoup de clubs qui le font, donc il y a pas de souci. Hein, ouais, donc, bah, écoute, c'est en espérant que les choses En échangent. espérant. Hein. Donc, Momo, merci. Juste, je te laisse un mot de la fin, ce que tu veux, et puis après, moi, écoute, hein, on se quittera, et j'espère que on restera en contact, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et je surveillerai de près, je surveillerai de près ce que tu fais là-bas parce que je t'avais déjà dit, je crois, j'ai mon ami qui est à l'AS Phare, Bastille, qui a récupéré chez les jeunes, pareil, directeur technique, ouais, je crois que c'est ça. Chez les jeunes de l'AS Phare, il s'occupe que des jeunes et il est là-bas lui aussi. Donc, il fait parler de lui, je suis content parce que c'est un bon mec, Julien Bengala. Donc, Tant mieux. voilà, donc un mot, comme tu veux, ce que Eh tu veux, Momo. le mot de la fin, je souhaite plein de bonnes choses à tous ces jeunes footballeurs toulonnais et varois. Je leur souhaite de continuer à bien travailler et je leur souhaite au moins d'essayer de vivre du football. Pas forcément de devenir pro, mais de vivre du football parce qu'on peut vivre du football dans beaucoup de divisions. Je souhaite surtout plein de courage aux supporters du Sporting Club de Toulon, espérant qu'ils vont se maintenir parce que j'ai vu que ils n'étaient pas très bien classés. Et j'espère surtout que Ouais, mon la dernier. municipalité et le département et la région vont pouvoir aider le club à essayer de retrouver la place qu'il mérite dans l'élite du football français. Ouais, mais surtout que Toulon mérite un grand sporting. Ils avaient fait une petite affiche pour justement sonder les politiques. Mais je pense que la politique, elle y fera pour beaucoup aussi, avec la même volonté, tu vois, comme au Maroc, tu vois, la politique qu'ils ont d'aider, de faire. Ah, forcément. Je pense que c'est lié. Bon, merci. Merci à toi, Franck. Plein de bonnes choses à Bah, la famille. ouais, toi aussi. Bah, à très On vite. se dit à bientôt. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Ciao, ciao.